Aujourd'hui, on va changer de sujet, on va parler d'un film, on va parler du film 300, dont vous voyez un arrêt sur image ici. Le film 300, si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez le voir, c'est urgent, c'est un film qui est excellent. Chaque scène du film contient des arrêts sur image comme celui-là, qui pourraient être des tableaux comme celui-là d'ailleurs, qui est un repompage direct de la bande dessinée, parce que de base c'était une bande dessinée pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça raconte la bataille des Thermopyles qui est historiquement réelle. Par contre, le film, c'est de la fantasy. Franchement, c'est pas que c'est irréaliste, que ça c'est inspiré de faits réels. Non, c'est de la fantasy. À un moment dans le film, on voit un homme bouc sorti de nulle part comme ça. Bah, ça dure, le plan il dure 3 secondes. Voilà, il y a un homme bouc dans le harem de Xerxes. Voilà. Et du coup, c'est pas un film qui a pour but de raconter une histoire, c'est un film qui a une histoire vraie, c'est un film qui a pour objectif de magnifier un événement qui existe, déjà d'adapter la bande dessinée qui elle-même est une version très héroïque de ce qui s'est passé pendant la véritable bataille des Thermopyles. Déjà, les Spartiates n'étaient pas 300, il y avait des hommes de toute la Grèce, il y avait des Thébains, il y avait, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais il n'y avait pas que des Spartiates, ils étaient, je crois, 7000 ou un truc comme ça, ils n'étaient pas 300, parce que 300 contre 1 million de Perses, c'est suicidaire. La mission de base était suicidaire. Les Grecs qui étaient là-bas face aux Perses, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas revenir. C'est d'où le côté très héroïque. Mais en fait, pourquoi est-ce que historiquement on a l'impression qu'en fait c'est les Spartiates qui ont guidé tout ça? Alors certes, celui qui les guidait c'était Léonidas, c'était le roi de Sparte, sauf que ils étaient en minorité les Spartiates. La plupart c'était pas de ceux qui sont morts dans les Thermopyles, ce n'étaient pas des Spartiates. Pourquoi est-ce qu'on a cette image des Spartiates, ces héros qui ont défendu le monde grec, tout ça? Eh bien parce que c'est de la propagande, voilà, on est en période de guerre, et la guerre est le premier producteur de propagande. Voilà, si dans n'importe quelle période de guerre, il y a de la propagande, et ça n'a pas commencé avec Internet. Les Spartiates le faisaient très très bien. Ils ont inventé toute une histoire, ils ont réécrit toute l'histoire pour faire d'eux les héros du monde grec. D'ailleurs, je suis vraiment vraiment désolé de vous dire ça, mais je l'ai appris, vous aussi vous devez l'apprendre. À la bataille des Thermopyles, donc c'était à peu près en 481 avant Jésus-Christ, les Spartiates ont réussi à ralentir l'avancée des Perses. Par contre, 50 ans après, les Perses et les Spartiates se sont alliés. Ouais, pendant les guerres du Péloponnèse. Et c'est pour ça que Sparte a gagné la guerre du Péloponnèse, parce que, en partie, alors pour moi c'est surtout le fiasco athénien de l'expédition en Sicile qui a expliqué la défaite athénienne. Par contre, les Spartiates, voilà, le bon gros coup de pouce de la part des Perses. Je suis désolé, je sais que ça ruine complètement le film, en sachant que ces hommes-là qui sont en train de crever, qui vont crever face aux Perses, en fait, 50 ans plus tard, ils retournent complètement leur veste, voilà, désolé. Toute la vidéo, ça va être ça. Toute la vidéo, je vais gâcher le film pour les fans. Non, plus sérieusement, le film, c'est de la pure fantasy. 300, c'est de la fantasy. Xerxes ne s'habillait pas comme ça. Je suis désolé, je suis désolé d'être vulgaire, mais on dirait un stripteaseur. Vraiment, non, le grand Xerxes ne s'habillait pas comme ça. Il ne s'habillait pas comme ça. Mais en tout cas, l'acteur est excellent. Le personnage, il est incroyable. Le film est bon. Il est trop bien. C'est un de mes films préférés. Peut-être même mon film, quand on parle de Grèce antique, c'est peut-être mon film préféré. Et je suis pas le seul. Donc c'est de la pure fantasy. À un moment, il y a un homme bouc sorti de nulle part. Il y a de la magie. Il y a une oracle. Il y a des mecs qui sont déformés. On sait pas qui ils sont. On sait pas exactement ce qu'ils font. Il y a tout l'univers est fantasy, vraiment c'est de la pure fantasy. Du coup, c'est pas un film qui a pour objectif de raconter une histoire telle qu'elle s'est réellement passée, parce que sinon ça serait chiant. La bataille de Thermopyles c'était chiant. C'était comme toutes les batailles, on passe notre temps à attendre, et des fois il y a des moments d'action, et à un moment il y en a un qui se décide à attaquer l'autre. Pour le coup c'était Xerxes qui a décidé d'attaquer. Du coup non, adapté en film, flemme, franchement flemme. Mais pour le coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler, puisque ça nous donne l'occasion de parler du côté historique. En fait, ça, en analysant le côté historique ou pas de 300, on peut enlever pas mal d'idées reçues par rapport aux hoplites, par rapport au monde grec, par rapport à comment se battaient les Grecs, comment étaient les Spartiates, leur société, à quoi ressemblait réellement la bataille des Thermopyles. On en est très 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 loin. Et on va commencer tout de suite. On en est très loin, on va commencer tout de suite avec le premier truc qui devrait vous choquer. Alors moi, c'est le fait que les boucliers se ressemblent. Moi qui me choque quand t'es adepte d'histoire. Les boucliers qui se ressemblent,
Ça n'a aucun sens parce que alors je vous remets ça, je vous remets l'arrêt sur image avec la phalange, celle-ci. Cet arrêt sur image est incroyable, il est super beau. Ça donne cette image des Spartiates disciplinés, tous derrière leur roi, comme ça qui attendent les Perses. Et il y a ce côté très militaire, ce militaire comme on l'imagine nous, c'est-à-dire tous les hommes se ressemblent, ils sont équipés de la même façon parce qu'ils font unité, ils font bloc. Alors qu'en réalité, une phalange grecque, donc la phalange c'est cette formation comme ça qui vise à former un mur pour empêcher l'ennemi d'entrer, ce qui était la tactique parfaite et c'est ce qui a permis aux Spartiates de tenir pendant je crois que c'était 3 jours la bataille des Thermopyles, ça leur a permis de tenir face aux Perses. D'après Hérodote, la première vague, donc 10 000 hommes, apparemment il n'y avait que 2 morts côté grec, je n'y crois pas trop, hein. Hérodote est connu pour magnifier un petit peu l'histoire, voilà. Du coup, la phalange là, elle est quasiment, dans ce contexte-là, elle est infranchissable. Une des façons de franchir une phalange, c'est le nombre, ou alors c'est de former une phalange encore plus large, ou alors une formation encore plus large pour les prendre de flanc. Mais sinon, c'est impossible. La phalange, du coup, je vous disais, les boucliers en Grèce antique à l'époque ne se ressemblaient pas pour une raison très con, c'est que les gens peignaient leur propre bouclier. En fait, ça ressemblait beaucoup plus à ça. Ce n'était pas du tout standardisé. Alors, on raconte, c'est pas vraiment vérifiable. Quand on est historien, on déteste les certitudes. Ce n'est pas vraiment vérifiable, mais apparemment, la lettre là, donc l'équivalent du L, était peint sur certains boucliers pour distinguer les esclaves des hommes libres. À prendre avec des pincettes comme malheureusement 99% des suppositions qu'on fait sur cette époque, il ne reste que ça, hein, ça reste des suppositions. Quand on est historien, on déteste les certitudes. Un bon historien ne dira jamais non, ça c'est pas possible, ça n'a pas existé. Non, c'est une question de probabilité. On va te dire oui, c'est probable, non, ce n'est pas probable. Et là, en l'occurrence, c'est très probable que la phalange à l'époque ressemblait beaucoup plus à ça. Les boucliers étaient peints par les hommes eux-mêmes, que ce soit pour faire peur à l'ennemi. Il y a un bouclier, alors je crois que c'est historique, ce bouclier avec un visage dégueulasse dessus comme Aiji, ce bouclier mythologique. Pour le coup, on sait que c'est fait pour effrayer l'ennemi, hein. C'était fait pour en mettre plein les yeux, pour effrayer. Il y en a par superstition, ils peignaient certains symboles religieux, il y en a qui peignaient le symbole de leur cité, le symbole de leur famille. C'était des hommes nobles. Les hoplites là que vous voyez, donc hoplite ça veut dire un soldat grec et non soldat grec noble, un citoyen combattant, non, hoplite ne vient pas de hoplon. Je sais qu'on a tous appris dans les livres d'histoire que hoplite, pour qualifier un guerrier grec portant un bouclier, on a tous appris qu'en fait ça vient de hoplon, qui vient du mot hoplon qui veut dire bouclier. Non, c'est faux. Hoplon veut dire équipement, matériel, ça veut pas du tout dire bouclier. Mais c'était ce qui qualifiait un hoplite. Un hoplite, c'était un citoyen, donc libre, ce n'était pas un esclave. Il y avait une classe d'esclaves, surtout les Spartiates utilisaient des esclaves guerriers, mais c'était des hommes libres et surtout c'était une armée privée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on voit ici, on a l'impression qu'en fait tous les boucliers ont été fabriqués en même temps et on leur a distribué comme si c'était une armée moderne, alors qu'en fait pas du tout. Il n'y avait pas d'armée publique dans le sens payé par un seigneur, payé par un État, payé par la cité-État, par Sparte. Ça n'existait pas. Les armées étaient privées, c'est-à-dire que c'était des hommes, ils achetaient leur propre équipement, c'est pour ça que leur équipement ne se ressemble pas. Ces hommes, alors du coup, quand on voit des hommes comme ça, leur équipement se ressemble, ils ont la même couleur. Non, ils n'avaient pas la même couleur. Ils ne portaient pas la même couleur et ils ne portaient pas de cape. Pourquoi est-ce qu'ils ne portaient pas de cape ? Parce que c'est trop chiant. Une cape, à l'époque, tu la portais pour montrer un peu de statut, pour montrer que tu avais les moyens de te payer du tissu cher. Mais c'était surtout un matériel de camping, la cape. À l'époque, en tout cas, pour un contexte militaire. Voilà, ces hommes sont censés être des hommes libres. Ils sont censés acheter eux-mêmes leur équipement. Et en fait, comme par hasard, il y a un forgeron dans toute Sparte qui construit un modèle de bouclier. Et c'est celui qu'ils ont tous pris. Voilà, c'est pas du tout crédible. Ça ressemblait beaucoup plus à ça. Ils peignaient leur propre bouclier. Et apparemment, ils avaient un sacré sens de l'humour, hein. Genre là, tu mets 2 coques, c'est clairement une vanne. Mais à l'époque, alors j'ai à vérifier, mais apparemment, il y a un bouclier. On parle d'un bouclier avec dessiné dessus un chien en train de faire ses besoins. À vérifier, peut-être que c'est juste une rumeur. Mais en tout cas, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'ils peignaient sur leur bouclier.
Bah, comme aujourd'hui, on fait des graffitis sur un mur. C'est pour transmettre un message, ou alors tout simplement parce que, et là on en vient aux crinières, tout simplement parce que c'est beau. Les phalanges à l'époque, c'était des défilés de mode. Parce que je vous rappelle que là, on est en présence. Alors je remets 300, le film. Là, on est en présence d'hommes qui sont tous citoyens, qui sont tous nobles, pas dans le sens féodal, mais nobles dans le sens où souvent c'est des propriétaires terriens, c'est des hommes qui sont très haut placés dans la société, c'est des citoyens qui forment à chaque fois la minorité c'est une élite. Hein. Les citoyens à l'époque, dans les cités grecques, c'était une élite. C'était des hommes libres qui avaient les moyens de se payer cet équipement. Et l'équipement, c'était très, très, très cher. Les techniques de fabrication industrielle n'existaient pas, c'était pas standardisé. Tout était fait à la main de façon... Alors, ils avaient un sacré savoir-faire. Par contre, en termes de qualité, ça se plaçait très haut, mais en termes de quantité, c'était clairement pas suffisant pour offrir ça aux premiers venus. On les commandait, on devait commander son propre équipement, son casque, sa cuirasse, son bouclier, ses jambières et son épée, sa lance, tout. Il fallait tout commander. Il fallait tout commander à quelqu'un, donc il fallait avoir de l'argent. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Du coup, on est face à des hommes qui représentent une aristocratie guerrière, et c'est pour ça que là, on les voit avec leurs crinières. Il y avait en effet des crinières. Alors, c'est historique. Hein, c'est historique. Ils avaient vraiment des crinières comme ça. C'était pour montrer, parce que crinière égale quoi ? Crinière égale peinture égale j'ai de la thune. Il y avait certaines couleurs, tu ne pouvais te les payer que si tu étais très riche. Le plus extrême, c'est le violet. Le violet, il n'y avait que les rois qui pouvaient se le payer, les rois et les empereurs. Il y avait des couleurs qui montraient ton statut social. C'est pour ça, parce que quand tu es dans la bataille, déjà, contrairement aux batailles contemporaines, à l'époque, t'étais pas sûr de crever, t'avais très peu de chances de mourir en fait, parce que dès qu'un général voyait que ses hommes commençaient à mourir l'un après l'autre, c'était la retraite en général. C'était la retraite. Surtout qu'ils faisaient partie de la même classe sociale que les hoplites de son armée. Du coup, les crinières là, c'était pour faire joli, c'était aussi pour impressionner, c'était aussi pour donner une illusion d'être plus grand. Mais c'était surtout pour montrer sa thune. Et pareil pour les boucliers, pareil pour les jambières, pareil pour tout l'équipement du soldat. C'était avant tout pour se protéger, bien évidemment, mais c'était aussi pour montrer que tu avais de la thune. Et on en vient au deuxième problème avec les hoplites qu'on voit ici dans le film 300. C'est que ils n'ont pas d'armure. Ils se battent. Non, messieurs, non. Les Spartiates ne se battaient pas à poil. Généralement, on ne se battait pas à poil. On portait partout dans le monde et partout, dans toutes les époques. Alors, à part quelques exceptions. Par exemple, certaines tribus celtes face aux Romains. Et encore, c'est les Romains qui nous le disent. Donc, méfiance. C'est les Romains qui parlent de leurs propres ennemis, qu'ils considèrent comme des sauvages. Sachant que les écrits à l'époque, ils étaient adressés à des buts politiques. Voilà, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Du coup, non, on ne se battait pas nus. Les Spartiates ne se battaient pas nus. Pourquoi ils ne se battaient pas nus ? Il suffit de voir la dernière scène du film. Ils meurent tous à cause de coups portés au torse. Parce que dans ton torse, il y a tes poumons, il y a ton cœur, il y a ton foie, il y a tout ce qui te permet de vivre. Et en général, quand tu as des armes devant, tu fais tout pour te protéger. Et non, les Spartiates ne se battaient pas à poil. Dans certaines représentations que je vais vous montrer ici, alors, attendez, on voit des fois des hommes grecs se battre à poil. Donc en fait, il y a deux cas de figure. On sait qu'ils ne se battaient pas nus comme ça. Sinon, ça aurait été relaté d'une façon ou d'une autre, surtout par les Romains. Les Romains n'ont jamais dit que les Grecs se battaient à poil. Donc voilà, disons qu'on n'a aucune preuve, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Il n'y a rien de certain, mais tout indique que les Grecs ne se battaient pas à poil. Donc pourquoi est-ce que des fois on les retrouve comme ça ? Deux cas de figure, soit pour les montrer sous un air héroïque, quand tu voyais quelqu'un nu dans une représentation contemporaine grecque de cette époque-là, c'était pour appuyer son côté héroïque, parce qu'ils associaient la nudité à l'héroïsme. Numéro 2, c'était pour s'entraîner, parce que pour le coup, oui, les Grecs s'entraînaient à poil. C'était tout à fait normal, comme aujourd'hui, dans certains pays bizarres, on va au sauna à poil. Voilà, il y a des contextes où la nudité ne gêne absolument pas. C'était considéré tout à fait normal. Les Grecs faisaient aller à la salle à poil. Voilà, donc... Et pour leur entraînement, c'était la même chose. Sauf que là, on est quand même face à une des premières armées du monde. Non, on se battait pas à poil. Les Spartiates portaient des armures. Les armures étaient faites soit en fer, soit en
matière organique, ce qu'on appelle le linothorax. Alors je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, l'armure blanche, comme ça. Alors, les écailles en métal, oui. Au niveau du ventre, oui. On pense qu'il y a plus de chances que ça ait existé parce qu'on le voit sur des représentations contemporaines. Le bouclier renforcé en métal comme ça, oui. Alors, Homère le mentionne dans l'Iliade, donc tout indique que c'est possible. Pour revenir à l'armure en linothorax comme ça, au début, alors plutôt, les Grecs portaient des cuirasses en métal. On avait des armures en métal. Contrairement aux idées reçues, ça ne tenait pas chaud du tout. Au contraire, même sous un soleil tapant, l'armure en métal est collée à ton corps et ton corps régule sa propre température. Sinon, tu crèverais de chaud H24. Et du coup, c'était hyper pratique. Les armures en métal étaient beaucoup mieux et étaient bien meilleures en termes de température et de confort que les armures comme ça en matière organique. Le linothorax, alors que ce soit en matière organique, voilà, des plantes, du lin, ce que tu veux, c'est plusieurs couches. C'est plusieurs couches de matière organique, soit du bois, des plantes, du tissu, des trucs comme ça, qui sont collés ensemble de façon à former une couche très 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 épaisse qui te permettait de te protéger. Les armures en linothorax, malheureusement, on sait que ça existait, on sait que ça existait plus ou moins, mais il n'y en a aucune qui a survécu parce que ça se décompose. Voilà. Alors que les cuirasses en métal, ça ne se décompose pas. Et il me semble que les cuirasses en métal, je crois qu'on en a. On a celle-ci. Alors ça, c'est pas une cuirasse, c'est une armure entière et c'est pas du tout de la même époque. Je suis désolé, je sais que c'est un peu moche, mais moi, enfin... Historiquement, je trouve cette armure très stylée. C'est une armure mycénoise, je sais pas quoi, je sais pas exactement comment on dit. Armure mycénienne, excusez-moi. Et on l'a retrouvée, par contre, elle date de un millénaire plus tôt. Hein. Ça, on est aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. Cette armure, on pense qu'il y avait des protections au bras, sauf que rien n'est sûr de ce côté-là parce qu'on a trouvé des fragments. On n'est pas vraiment sûr, mais cette armure a vraiment existé, elle a vraiment servi. C'est une armure purement fonctionnelle. D'après moi, elle ne devait appartenir qu'à quelqu'un de très très riche. Déjà, ça, c'est des défenses de sanglier. Avoir autant de défense de sanglier pour former un casque comme ça, fallait avoir de la thune. Et pour avoir autant de bronze, il me semble que c'est du bronze, fallait être très fortuné. Et je pense, alors à vérifier, mais je pense qu'elle a été faite pour se battre sans bouclier. Il y a moyen. Ou alors un bouclier en bois. Je ne sais pas exactement. La plupart des boucliers étaient en bois à l'époque. Donc, on revient au film. Les hommes ne se battaient pas à poil. Comme ça, c'est complètement stupide. Et à la fin du film, ils meurent quasiment tous de blessures au torse. Donc franchement, il aurait suffi que vous portiez des armures, le film ne serait pas fini comme ça. Vous auriez résisté, peut-être même que vous auriez pu vous enfuir, voire même laisser de vous rendre. Mais bon, les Spartiates, d'après leur propre propagande, un Spartiate ne se rend pas. Ce qui est incroyable d'ailleurs parce que historiquement on n'a aucune preuve que les Spartiates étaient mieux que les autres au combat. Non, ils ont eu des succès militaires, sauf que leur succès militaire n'était pas exceptionnel et c'est pas parce que c'était des guerriers machin truc. Voilà, si vous pensez encore sérieusement que les Spartiates étaient des super guerriers trop forts qui se battaient à poil, ou en tout cas si vous pensez que les Spartiates étaient trop forts, étaient plus forts que leurs congénères grecs. Bah, vous êtes crédule, je suis désolé, vous êtes victime de propagande, c'est de la pure propagande grecque, de la pure propagande spartiate. Alors, c'est arrêt sur image, voilà. Je vous propose d'aller à un autre moment du film. C'est peut-être mon passage préféré du film, quand Léonidas rompt complètement la phalange et se met à zigouiller les Perses les uns après les autres. C'est jouissif, c'est incroyable. Je me rappelle quand j'étais gosse et que j'avais vu ça sur YouTube, à l'époque où on pouvait montrer ce genre de trucs sur YouTube, j'étais là, c'est trop bien, je voulais regarder le film. J'aurais peut-être dû attendre d'être un peu plus vieux légalement pour regarder ce film, mais voilà. Plein de choses, plein de choses à dire là-dessus. Alors non, ils ne se battaient pas à poil, ils ne se battaient pas en slip, et surtout, s'ils avaient des slips, c'était pas en cuir. Parce que le cuir n'était pas utilisé pour les slips à l'époque, tout simplement. On voit pas mal de choses. Les protections, la cape. Non, la cape, on ne la portait pas comme ça pour se battre. C'était trop chiant. Voilà, c'était beaucoup trop chiant. Une cape, ça te descend comme ça, surtout la cape comme ça, là, elle est remise derrière comme ça, sauf qu'en fait elle descend sur tes bras et ça t'empêche de faire tes mouvements comme tu veux. En tout cas, on n'a pas de preuve que les Grecs se battaient avec des capes.
je pense qu'il y a très peu de chance parce que c'est vraiment stupide de faire ça. L'épée plutôt correcte, je pense à part la garde, je pense que l'épée est plutôt correcte. Ce genre d'épée a vraiment été utilisé par les Spartiates, ce genre de sabre plutôt parce que c'est une épée à un tranchant. Alors, la protection au bras, à l'avant-bras, je sais, c'est un peu controversé sur internet. Tout indique, disons que si on prend le problème comme un puzzle, il n'y a rien qui permette de penser que les Grecs avaient des protections au bras comme ça. Pour une raison très con. C'est que ton bras gauche était... Les guerriers grecs, les hoplites ou même comment ça s'appelle, les unités d'infanterie plus légères, ils avaient tous des boucliers. Tous. C'était à l'époque, on n'avait pas suffisamment d'armure pour te couvrir entièrement, donc il fallait avoir un bouclier. Si tu n'avais pas de bouclier, tu ne te battais pas. Et si tu perdais ton bouclier, c'était la pire honte ever. Parce qu'il y a un type de personne dans une guerre qui laisse tomber son bouclier, tellement c'est précieux. Un type de personne, ce sont les déserteurs. Donc, si tu perdais ton bouclier, t'étais considéré comme un déserteur. T'étais la risée, t'étais limite banni du village. C'était impossible de rentrer sans ton bouclier. Alors, les protections au bras. Ton bras gauche était protégé par ton bouclier, et ton bras droit, les Grecs déjà ne se battaient pas comme ça en mode vas-y, je fais ce que je veux, je suis en mode super-héros, je vais zigouiller les ennemis, même si c'est incroyablement stylé. Mais les Grecs ne faisaient pas ça. Ils se battaient en phalange, ils se battaient en formation. Un peu comme les Romains. Les Romains ont beaucoup plus perfectionné la phalange, sauf que là, on parle des Spartiates, ils se battaient en phalange. Les boucliers, les uns à côté des autres pour former un mur. Du coup, ton bras était comme ça. Ton bras était derrière. Avec la lance, tu tapais comme ça. Tu tapais pas comme ça comme un mongol en exposant ton bras. Non, tu tapais comme ça et... Des fois, quand tu n'avais plus ta lance, parce que ce qui s'est passé dans la bataille des Thermopyles, c'est que les Spartiates, au bout d'un moment, leurs lances se sont pétées, donc ils ont utilisé leurs épées. L'épée, d'ailleurs, qu'on voit, il la tire à partir de la ceinture, comme si c'était un chevalier, alors que non, l'épée des Grecs était plutôt à ce niveau-là. Ils la tenaient comme ça, elle était assez courte pour qu'on puisse la tirer comme ça, et elle était épandouillée comme ça, un peu épandouillée avec une lanière, plutôt à ce niveau-là, plutôt au niveau du pec. On l'a tiré comme ça, on l'a sortait pour se battre avec. Et pour le coup, c'est vrai, il se battait vraiment à l'épée. La lance, soit il l'a balancée. C'est plutôt rare, parce que la lance, c'est fait pour la phalange. Mais quand les ennemis approchaient trop, tu tirais ton épée. Du coup, là, ce qu'il est en train de faire, c'est complètement stupide. Il n'y a aucune raison de tirer ton épée à ce moment-là. Tu t'exposes surtout qu'il y a devant, là, on ne les voit pas, mais devant, il y a des Perses avec des lances, des boucliers, des arcs, des trucs qui demandent de te maintenir à une certaine distance. Là, il faut qu'il revienne dans sa phalange. Hein. De façon réaliste, tu ne sors pas de ta phalange comme ça en mode « vas-y, je vais faire le super-héros ». Donc... pour revenir à la protection des bras, je suis en train de partir dans tous les sens. Le bouclier protège ton bras gauche et ton bras droit n'est jamais exposé, donc ça ne sert à rien. En plus, regardez, si on observe un petit peu l'espèce de le machin là qui porte au bras, ça lui descend jusqu'au poignet. Quand t'as un truc comme ça qui te descend jusqu'au poignet, ça c'est un petit peu plus compliqué de bouger le dit poignet du coup. Et sachant que quand tu tiens une épée ou une lance, tu as besoin de faire des mouvements du poignet tu as besoin d'avoir une mobilité à ton poignet que tu n'as pas du tout si tu as un gros machin en métal qui te protège l'avant-bras. Je maintiens que les Grecs n'avaient pas de protection à l'avant-bras. Et je crois que c'est tout. Donc on a tout dit. Ah oui, d'ailleurs, quand je vous parlais des boucliers qui ne sont pas standardisés, des boucliers qui sont différents d'un homme à l'autre, pour les casques, c'est exactement la même chose. Dans le film, et je pense que dans la BD c'est pareil, dans le film il n'y a que Léonidas, le roi des Spartiates, qui a une espèce de crinière. Non, les hommes les plus riches se permettaient des casques avec des crinières. Comme je vous le disais, la phalange c'était un défilé. Hein. Les batailles, marathon c'était un défilé, hein. Vraiment. Donc en fonction de sa richesse, on avait des signes distinctifs et aussi des signes, des couleurs, des symboles, des machins qu'on dessine sur le bouclier qui permettent d'indiquer soit quel clan, quelle famille, quelle ville, ce que tu veux. Vraiment, c'était open bar, il n'y avait aucun code. Pourquoi ? Parce que c'était une armée privée. Ce n'était pas une armée détenue par une puissance publique. Ça n'existait pas. À l'époque, tu leur dis telle ville va soulever une armée. En mode, un peu comme on dit aujourd'hui, attaquer un territoire avec une armée de conscrits, on te regarde en mode, mais de quoi tu parles ? Les cités sont défendues par leurs citoyens. Un citoyen devait toute sa vie,
être prêt, être réserviste. Il devait être prêt, et c'est le sens de la noblesse à l'époque, c'est qu'il devait être prêt à livrer bataille pour protéger sa ville. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit par rapport à ça. La Crète, là, en fait, c'est juste dans le film, ça sert juste à distinguer Léonidas des autres. Dans la réalité, c'était pas comme ça, hein. Bien évidemment, il y avait des moyens pour les soldats de distinguer leurs supérieurs hiérarchiques. Par contre, cette idée qu'il n'y a que le roi qui va avoir une crinière, les rois se battaient vraiment, hein. Pour le coup, c'est réaliste, hein. Les rois étaient en première ligne, ils se battaient réellement. Léonidas s'est vraiment battu dans la bataille des Thermopyles. Par contre, le fait d'avoir un signe distinctif comme ça, alors que les autres ils ont juste un casque sans crinière, d'ailleurs ils sont trop nuls, non, ça n'existait pas, ça n'était pas possible. Alors, on est passé à une de mes scènes préférées, c'est une des scènes les plus stylées, quand on a les Spartiates face aux mages perses là qui leur balancent des bombes. C'est une scène qui est extrêmement stylée, je vais peut-être même mettre une autre image. Voilà, c'était celle-ci que je cherchais. Bon, ça sert pas trop mon propos, mais je voulais vous montrer cette image qui est méga stylée. Tout ce passage est super stylé, et en fait, ça joue un petit peu sur la mémoire de la guerre du Golfe et de la guerre d'Irak, hein. C'est clairement ça, c'est clairement, vraiment en termes de symbole. Des fois, on déploie une symbolique accidentelle, et ça, c'est un exemple flagrant. Alors, les casques, déjà, sont plutôt fidèles, on va dire, si on veut être généreux. Les casques sont plutôt fidèles, même si... À un moment, on a Léonidas qui balance son casque par terre, et en fait, le casque, il se tord. On voit très bien que c'est du plastoc, que c'est pas du métal. Le film a pas très bien vieilli au niveau de l'équipement. Pour le reste, il a très bien vieilli, hein. Vous pouvez même le regarder aujourd'hui, en 2025. Ça se regarde parfaitement. Pas en famille. C'est pas un film de famille du tout. Les casques sont, on va dire, plutôt fidèles. On est un peu généreux, même si moi je trouve que les ouvertures sont beaucoup trop rectangulaires. Les casques, ça c'est un truc dans les films, les casques sont toujours plus ouverts que ce qu'ils ne l'étaient dans la réalité. Vous regardez par exemple 3, le film avec Brad Pitt, son casque, mais c'est le pire casque de la planète, hein, il protège rien du tout. L'objectif c'est qu'on voit son visage. Dans la série Vikings, un des plus gros problèmes historiques que j'ai avec cette série, c'est qu'ils ne portent jamais de casque, alors que les Vikings étaient connus pour porter des casques. Ils portaient des casques, c'était l'élément le plus important, et c'est l'élément le plus important dans une armure. Les Spartiates dans ce film-là, ils semblent considérer que c'est peut-être le seul élément dans une armure, mais c'est un élément très important. Sauf que l'objectif, c'est qu'on voit les acteurs. Les acteurs, ils sont payés pour paraître. Donc, si c'était des véritables casques historiques, est-ce que je peux vous en trouver un ? Ces casques-là, ils sont beaucoup plus fidèles, hein. Ils sont beaucoup plus fidèles à ce qu'étaient des casques qu'on appelle un casque corinthien. Celui-là, par exemple, ça c'est... Alors, je crois, normalement, c'est un vrai casque qui est issu de fouilles de la bataille des Thermopyles. Voilà, il est beaucoup plus fermé, ce qui est normal. Plus de... si ton casque est trop ouvert, ça protège rien du tout. Voilà. Par contre... Ce qu'on voit dans le film, ça va. On va dire ça va. À mon goût, ils font un petit peu trop militaire standardisé. Ils se ressemblent tous. Tous les casques se ressemblent, ce qui n'a aucun sens historiquement, puisque, comme je vous l'ai dit, les Spartiates ils avaient de l'équipement différent, parce qu'ils allaient chez des artisans différents, des forgerons différents. C'était pas standardisé, hein. Un mec qui utilise les mêmes composants, les mêmes matériaux, les mêmes tout pour te créer des casques, pour te créer 2 casques, ils vont pas du tout se ressembler. Or, là, ils se ressemblent tous. Et surtout, ils ont l'air très cabossés, hein. Le casque, là, il a vraiment l'air en très mauvais état. Et en fait, même au début, même avant, là, ils sont en plein milieu de la bataille, donc c'est normal que le casque soit un peu endommagé. Sauf que même au début, avant même qu'ils ne rencontrent les Perses, les casques ressemblaient déjà à ça. Ils étaient cabossés. Ça, c'est inacceptable, hein. Inacceptable. Ton casque devait être parfaitement poli, il devait être nickel, parce que tu allais voir ton voisin avec qui tu as une guerre avec qui t'as une guerre agricole, enfin, je sais pas exactement comment dire, mais tu voyais des gens. C'était le défilé de mode. Il fallait montrer qu'on avait de la thune. Il fallait montrer que, voilà, on a de la thune. Et je suis désolé, ce casque ne montre pas que tu as de la thune. Ce casque montre que tu négliges complètement, négliges complètement ton équipement, que tu l'as laissé dans un tiroir et qu'il s'est cabossé. Voilà. Par rapport au bouclier, alors, un peu controversé, le bouclier. Les boucliers, dans 300, on les voit... Alors, j'ai peur de vous montrer une image qu'il faut pas. On les voit aussi, ici, les boucliers sont en métal, en bronze. Alors, messieurs, une bonne fois pour toutes, les boucliers, généralement, étaient faits en bois. Pareil que les armures en linothorax, ils étaient faits en plusieurs couches de matière organique, du bois, qui étaient collés ensemble pour former un élément résistant.
le bouclier devait être léger. C'est un impératif. Aujourd'hui, on a l'impression que le bouclier était méga lourd et que c'était insupportable à tenir. Pas du tout. Le bouclier était suffisamment léger pour que tu puisses le tenir comme ça, pour un homme entraîné, pour que tu puisses le tenir pendant des heures et des heures. C'était super important. Et il fallait le peindre aussi, ce qui est pas évident quand c'est un truc dégueulasse comme ça. Les boucliers en métal, alors, ils ont existé. Il y en a eu. En tout cas, en Grèce, on sait qu'il y a eu des boucliers en métal comme celui-là que je viens de vous montrer, qui sont très grands. Sauf que, déjà, ce bouclier, on peut douter du fait qu'il ait vraiment été utilisé pour la guerre. On peut toujours douter de trucs comme ça. Surtout, on peut douter qu'il ait vraiment été utilisé pour la guerre parce qu'on a retrouvé des boucliers en métal, mais en général c'était des boucliers, c'était des blasons, hein, c'était purement cérémonial, c'était pour montrer, c'était pas pour servir. En tout cas, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de boucliers en métal, il y avait des boucliers en bois, en planches, qui étaient des planches qui étaient reliées, renforcées peut-être avec du métal, ça dépend si tu avais les moyens ou pas, renforcées avec du cuir peut-être moins, mais en tout cas avec du métal, oui, ça l'était, sauf que c'était incroyablement cher. C'était super cher. Du coup, le métal était extrêmement cher. Le bronze, le fer, qu'importe. C'était très cher. Et d'avoir une pièce aussi grosse que ça, enfin, regarde la taille du truc. Fallait imaginer un homme qui rentre là-dedans, dans cette cuirasse, dans ce casque, et compare avec la taille du bouclier. Là, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. C'était immense. Ce truc, ça valait un terrain. Un cheval à l'époque ça valait autant qu'une propriété foncière. Pour le bouclier c'était bon, on n'est peut-être pas à ce niveau là en termes de prix, mais ça valait très très cher et des fois fallait limite s'endetter, fallait demander à tes potes de l'aide, fallait demander aux autres nobles de l'aide pour payer ton équipement. C'était très cher, donc la plupart du temps les boucliers étaient faits en bois, ils n'étaient pas faits en métal et le métal était super lourd. Alors là, d'après ce que j'ai vu, j'ai trouvé aucune source, malheureusement, aucune source primaire pour appuyer ce que je suis en train de dire, mais apparemment il y avait une couche de cuir, une couche de bois et une couche de métal. Ça me paraît trop lourd. Ça me paraît beaucoup trop lourd pour ce que c'est, parce que le métal c'est extrêmement lourd. Hein. Franchement, perso, alors c'est juste mon avis, on peut douter, mais je ne pense pas que ce bouclier ait été utilisé pour la guerre. Il y a moyen que, alors je vais vous montrer certaines représentations. On ne sait pas exactement si ces boucliers sont censés être représentés comme des boucliers en bois ou des boucliers en métal. En tout cas, ce qui est sûr, alors moi je pense que les boucliers en métal étaient très peu utilisés. Mon argument c'est que s'ils étaient massivement utilisés, on en aurait retrouvé beaucoup plus que ça. Ça se compte sur les doigts de la main, hein, les boucliers de hoplite en métal qu'on aurait retrouvé à cette époque-là. Je pense qu'ils étaient faits en bois, c'était plus léger, c'était plus pratique. Et un bouclier en métal, c'est méga chiant à réparer. Et il faut que ça soit nickel, comme je vous l'ai dit. Donc autant avoir un bouclier en bois, tu sais qu'il va se péter à la prochaine bataille, mais au moins tu peux soit le réparer, soit le remplacer, parce qu'un bouclier en bois, c'est pas si cher que ça. En tout cas, comparé à un énorme truc en métal. Voilà. Je pencherais plutôt vers le bouclier en bois. Par contre, ici... Qu'importe ce qu'on en pense, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que une phalange entière avec uniquement des boucliers en métal, non, c'est impossible. Il n'y a pas une cité-état à l'époque qui était suffisamment puissante, suffisamment prospère pour te produire à la chaîne des boucliers en métal comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Si tu as bien aimé la vidéo, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un bouton j'aime pour dire à YouTube que tu aimes bien ma chaîne. Si tu veux que je parle d'autres sujets comme ça, où on parle d'archéologie, d'histoire, où je réagis comme ça à des films ou des séries et je vous dis ce que j'en pense en termes historiques, franchement, dites-le moi en commentaire, la zone commentaire est à vous. Et surtout, si vous pensez que j'ai raconté n'importe quoi, dites-le moi, mais s'il vous plaît, ne dites pas juste tu racontes n'importe quoi sans rien dire. S'il vous plaît, dites-moi exactement en quoi j'ai dit n'importe quoi, je ne demande qu'à être corrigé. Je crois que c'est tout. Salut!